Voilà, dernier focus avec Michel Salofkos sur ces 3 derniers F. Focus comme comme first, comme fantastic and failure. Alors parlez-nous d'abord de first, ça paraît être évident, il faut être dans les premiers, mais en quoi c'est caractéristique de cette économie de l'innovation et de la créativité? Alors, first, effectivement, de tout temps, c'est préférable d'être premier. Ce qui est nouveau, et ce qui d'ailleurs remet en cause la théorie économique classique, c'est que le premier n'empêchait pas les autres d'exister. Le premier de la classe stimule l'ensemble de la classe, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur chance. Il y a tout de même un aspect extrêmement, j'allais dire, gênant et intéressant, en tout cas pour le premier, et malheureusement pour les autres, c'est très ennuyeux, c'est que l'économie digitale, parce qu'elle est totalement transparente, c'est-à-dire que globalement, tout le monde a accès, par exemple, à tous les logiciels. Ce n'est pas comme un constructeur automobile qui est plus installé en Corée, qui du coup, pour distribuer ses voitures, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, un logiciel peut se distribuer par Internet partout dans le monde. Donc, si vous voulez, ce qui fait que celui qui est premier fait boule de neige. Tout le monde veut avoir le meilleur logiciel. Oui, mais alors, comment se fait-il qu'à côté de ça, alors effectivement, et ça se sait très vite. Donc, il y a un effet de boule de neige. Mais il y a quand même tout un monde de petites startups qui se créent autour. Ah oui, alors ça, vous avez raison. Mais quand vous regardez ces petites startups, et c'est justement pour ça que le monde est de plus en plus bouillonnant de startups, elles durent pas tellement longtemps. Justement, elles tentent d'être first. Et puis après, si elles sont pas first, elles sont avalées, rachetées ou disparaissent. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple que moi j'ai suivi très près parce que c'était dans mes sujets d'études à l'époque, on m'avait demandé d'étudier ça. Et d'ailleurs, de manière très humoristique, mon fils qui avait 20 ans, j'ai découvert qu'il en savait souvent mieux que moi, alors que moi j'étais censé être un des meilleurs experts sur le sujet au monde. C'était l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, si vous voulez, au début... Maintenant, on parle que de Facebook, mais il y en avait des centaines des réseaux sociaux. Vrai, moi, je sais que j'ai été abonné, comme j'étudiais le sujet, à une vingtaine de réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, mon fils vient me voir, il me dit « Oh !» il savait que je m'intéressais à ça, il me dit « Tu devrais t'intéresser à Facebook, croissance. » Alors, il travaillait à l'époque chez 50% par mois. Alors je lui dis, ah bon, je ne connais pas, j'ai 20 déjà, ça m'ennuie encore, qu'est-ce que je perds comme temps dans ce truc, enfin bon. Et je le regarde, etc. Et puis je commence à lire et tout ça. Et puis j'ai vu Facebook décoller, devenir incontournable et tout ça. Et c'est très intéressant d'identifier justement pourquoi celui-là et pas les autres. Mais en tout cas, une fois qu'il y en a un qui est installé, Facebook en l'occurrence, c'est très difficile de le détrôner. Encore que... Aujourd'hui, Facebook est en tout cas challengé par des nouveaux, que d'ailleurs, dont un que Facebook a racheté. Le nom m'échappe à l'instant. C'est WhatsApp non, c'était... mais c'est typique pour essayer de conserver sa domination. Mais, si vous voulez, c'est vrai que, ça va avec Fast... et ça va avec First, on peut être premier, peut-être, Andy Warhol disait, tout le monde au XXIe siècle, tout le monde sera une star, et puis il ajoutait 5 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, les cycles, et c'est vrai, alors c'est vrai dans les entreprises aujourd'hui, les cycles, autrefois une entreprise vivait en moyenne, je ne sais pas, 50 ans, quand elle ne faisait pas faillite, parce qu'il y a une mortalité enfantine très forte chez les entreprises. Mais une fois qu'elle était là, installée, elle vivait à certains... Et ces cycles se sont raccourcis. Donc, sauf pour les grands majors, peut-être, qui arrivent à dominer encore... Même les grands majors. J'ai été... D'ailleurs, il y a un très bel livre là-dessus, c'est que seuls les paranoïaques survivent. Intel, par exemple. Je suis allé visiter Intel. Alors, j'étais avec le directeur de la stratégie... Et les directeurs de la stratégie dans le monde entier sont toujours complexés parce qu'ils sont rattachés au numéro 1. Mais contrairement à tous les autres directeurs qui ont des milliers de gens sous les ordres, ils ont 10 personnes. Donc, ils ont toujours un petit complexe parce qu'ils sont à la fois très importants et en même temps, ils ne pèsent pas lourd. Ils pèsent pas très lourd. Et là, je dis, alors votre petit... je dis pour le mettre à l'aise, alors votre direction de la stratégie, j'imagine, c'est une dizaine de personnes. Et il me dit, non, vous voyez ce building-là ?
il y a à peu près 5000 personnes, c'est la direction de la stratégie. Oui. Et le patron d'Intel, c'est lui qui a écrit « Seuls les paranoïaques survivent ». Et effectivement, je suis rentré dans un monde paranoïaque, parce que la direction de la stratégie, en fait, c'était des milliers de gens qui étudiaient et espionnaient tout ce que faisaient les concurrents dans leur domaine, en démontant, en faisant du reverse engineering, avec des moyens colossaux, complètement paranoïaques, que quelqu'un fasse quelque chose qui puisse détrôner un tel. Et effectivement, ils m'expliquaient leurs dilemmes stratégiques, mais qui sont vraiment considérables. Par exemple, la prochaine usine d'Intel, c'est de l'ordre de, je ne sais plus, ça se chiffre en dizaines de milliards, parce que la fabrication d'une usine à puces, en plus c'est amusant, parce que c'est des énormes usines qui fabriquent des toutes petites puces, et de plus en plus petites. Donc si ça ne marche pas, l'investissement est... Alors là, on retrouve futur, c'est-à-dire qu'ils ont 1000 personnes qui travaillent juste sur la question du futur, de croiser les tendances et tout ça, ne pas se tromper. Justement, futur... Et pour rester, tout ça, pour rester les premiers. Futur, mais aussi fantastique. Or, les métiers que vous nous décrivez sont des métiers qui ont les pieds sur terre. Et on a tendance à dire, le fantastique, c'est ce qui ne se produira pas. Comment vous liez fantastique avec cette notion d'économie créative, de levée de fonds, de production, sur des circuits économiques certes modernes, mais qui ont quand même une consistance réelle? Pourquoi fantastique? Alors, fantastique, si vous voulez, je pense que c'est une des choses, c'est un des F les plus récents. Et vraiment, je l'ai vu apparaître. Alors, c'était déjà le cas dans toute l'ère industrielle. On vous disait que la voiture que vous achetiez était fantastique. On vous mettait... on vous mettait une promesse qui dépassait la voiture elle-même. Ne serait-ce que de mettre une jolie fille à côté de la voiture, c'était de dire, bah voilà, si vous avez la voiture, vous aurez... c'était une promesse qui était parfois mensongère. Simplement, dans ce monde hyper saturé d'informations, la dimension fantastique est devenue une sorte de ressort tout simplement pour exister. Et du coup, ça aboutit à des dérapages. Justement, les bons dérapages sont contrôlés, mais par exemple, vous avez des effets d'annonce dans l'informatique, et notamment, alors on l'a constamment dans la Silicon Valley, par des slogans qui sont eux-mêmes totalement fantastiques et qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il y a un phénomène de surenchère? Voilà, de surenchère, tuer la mort. Voilà, tuer la mort. Google va tuer la mort. Bon, c'est énorme. C'est un slogan d'abord. C'est quand même décalé de son métier. Oui, en plus c'est décalé. C'est fantastique. On est dans le fantasme pur. Mais ça marche. Ça marche et Google lève des milliards et Google attire comme ça les meilleurs experts sur la longévité et Google va offrir une martingale pour rester jeune. Enfin, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes à la fois fasciné par ce monde et en même temps assez inquiet de ce qui se profile. Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment des yes but à chaque fois. Parce que par exemple, First, c'est très bien pour celui qui gagne, mais pour tous les autres. Moi, j'en ai vu, si vous voulez, on parle de l'Eldorado des États-Unis, mais l'Eldorado des États-Unis, ou des startups, c'est à la fin, c'est 90% de gens qui ratent, très souvent burn-out, qui ont 30 ans, qui au bout, qui ont réussi, qui ont fait une fois, 2 fois, 3 fois, et puis la 3e fois, là, c'est même pas... les gens sont intéressés parce qu'ils ont de l'expérience. Dans la Silicon Valley, même rater 3 fois... oui, c'est le F de failure. C'est le F de failure. Mais eux, ils sont fêlés, quoi. Ils en peuvent plus, si vous voulez. Et ça, on le voit pas. On voit que les succès, mais qui sont 1 sur 1000, comme Apple. Et même ces succès, ils sont constamment construits sur... Le first, il a payé cher. Il faut voir les gens à quel point ils sont burn-out, à quel point c'est délirant, parce que soit ça casse et ils se retrouvent sur la touche, soit ça marche, mais même ça marche. J'ai coaché, alors je ne citerai pas de nom, un des dirigeants d'un des plus grands groupes informatiques. Il suffisait que je dise le nom de ce groupe informatique, déjà, on avait l'impression qu'il allait être assassiné le lendemain. Tellement il avait été, et c'était un des plus grands succès mondiaux, mais il avait été tellement pressuré dans tous les sens, et il avait vécu cette réussite extraordinaire de sa carrière, il l'avait payé tellement cher en termes de vide de sa vie,
impossibilité de voir ses enfants, sa femme, destruction de tout son écosystème à lui personnel, d'être vivant, si vous voulez, que je trouve que dans tout ça, il y a des yes, but très importants. Il y a une très forte solidité, marche en avant, etc. Puis une fragilité aussi au niveau des individus et peut-être des structures face à ce rythme qui oui, impose. C'est ça. Oui. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ces 10 F? En toute modestie, êtes-vous l'auteur ou avez-vous prolongé des travaux faits par d'autres, voire des travaux initiaux que vous aviez commis il y a quelques années en arrière? Alors, en fait, ces 10 F, d'abord, ils sont partis, je les ai choisis. Il y en a 5 que j'ai pas inventés d'ailleurs, parce que c'est juste de l'observation. Oui. Free, Future, Force, Fantastique, Failure. C'est effectivement, quand vous êtes dans ces milieux-là, c'est omniprésent. Donc, c'est pas moi qui les ai inventés. J'ai juste regardé et j'ai dit, bah, tiens, à chaque fois, c'est vrai que c'est des mots-clés qui sont imposés à moi. Et les 5 autres F, en fait, je me suis rappelé d'eux 20 ans après, parce qu'au début de ma carrière, justement en allant pendant ces voyages dans les écosystèmes innovants, je ne savais plus par quel bout prendre le truc, parce que c'est même hyper complexe, comment parler de ça de manière synthétique. Je revenais, on me disait, racontez vos voyages en 3 minutes. Donc je ne savais pas trop comment faire. Et effectivement, tout à fait au début de ma carrière, j'avais assisté à un séminaire très américain, fait par un personnage emblématique des États-Unis, puisque c'était la directrice de la Harvard Business School, et qui avait inventé les 4 F. Et c'était Fast, Focus, Flexibility, Friendship. Et déjà à l'époque, j'avais commencé à compléter, je me rappelle sur mon cahier, j'avais marqué d'autres F qui me venaient à l'esprit. Et effectivement, j'ai choisi ça parce que d'abord c'est en anglais, et que cette culture de Harvard, et c'est une manière aussi de lever mon chapeau à elle, Elizabeth Moss Cantor, mais aussi à l'importance de Harvard, c'est vrai, c'est une sorte de cliché, mais c'est vrai que la culture de Harvard est omniprésente dans ces écosystèmes d'innovation, et qu'effectivement, Harvard était une des premières écoles à théoriser beaucoup des concepts qui sont répandus là-bas. Avec un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la nouvelle culture qui s'invente en Californie et qui fait que Harvard commence à apparaître un peu ringard. Par exemple, je ne pense pas du tout que Harvard soit fantastique. La côte Est, ce n'est pas des gens fantastiques. Ça, c'est vraiment la Californie. Le côté fêlure et fêlé, c'est vraiment la Californie. Et le fait de donner sa chance comme ça, le côté futur, certes, sur la côte Est, il y a un côté tourné vers le futur beaucoup plus qu'en Europe, mais c'est très traditionnel. C'est même des mondes aussi très traditionnels. Donc, il y a aussi des F. Je pense que, par contre, Fast, Focus, Flexibility, Friendship, ça, je pense que c'est des éléments de culture américaine très ancienne, qui sont liés d'ailleurs à la culture protestante, et tout simplement au caractère pionnier des Américains qui étaient obligés d'aller vite, d'être focalisés, d'être flexibles et d'être copains les uns avec les autres parce qu'il fallait faire des affaires rapidement. Eh bien, merci Michel de nous permettre de dresser des ponts entre ce monde que vous décrivez et l'université, les facultés, avec un F comme faculté. Merci Michel. Paul.